Bienvenue au webinaire sur les solutions grid code d'étape. Merci de passer cette heure avec nous pour découvrir comment l'analyse des grid codes est automatisée avec étape, comment le jumeau numérique est mis en œuvre pour des calculs prédictifs, pour une optimisation du réseau ou dans le cadre d'un processus de validation pour garantir la conformité d'une centrale de production aux conditions de raccordement et aux normes. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez nous contacter via la messagerie du webinaire. Notre équipe est à votre disposition. Si vous ne pouvez pas rester pendant toute la durée du webinaire ou si vous souhaitez le revoir, vous recevrez dans les 2 prochains jours un lien vers la présentation enregistrée. Toutes les personnes qui participent à cette conférence en direct recevront un certificat de participation dans l'heure qui suit le webinaire. Si vous rencontrez des difficultés audio ou vidéo, actualisez votre navigateur ou quittez puis rejoignez le site. Cela résout la plupart des problèmes. Nous vous recommandons également d'utiliser Google Chrome pour une meilleure visualisation. Dans ce webinaire, je vais tout d'abord faire un tour d'horizon de la solution GridCode étape. Ensuite, je vais vous présenter les modules et fonctionnalités et je ferai plusieurs démonstrations pour vous montrer comment les caractéristiques des dispositifs de protection et les informations provenant des GridCodes peuvent être entrées dans le livre de règles. Nous verrons comment réaliser une analyse de la capacité constructive concernant la puissance réactive avec les diagrammes PQ et UQ. Nous aborderons les études de tenue au creux de tension et de fréquence, puis la vérification du comportement dynamique d'une centrale de production en cas de défaut en prenant en compte les fonctions support associées. Et enfin, je finirai ce webinaire par un résumé pour synthétiser les informations transmises. Étape offre un panel complet de modules et outils pour effectuer une analyse de conformité des conditions de raccordement. Durant ce webinaire, nous apprendrons comment faire une analyse de capacité réactive PQ et UQ avec Étape. Nous verrons comment saisir les informations de tension et de fréquence et comment utiliser ces informations dans des analyses dynamiques pour vérifier et valider les performances des systèmes de production. Nous ferons une analyse dynamique de réponse à un défaut sur le réseau de distribution. Cette analyse peut être faite en régime permanent avec le module de court-circuit ou bien en régime dynamique avec le module de stabilité transitoire. De même, nous pouvons utiliser le module de stabilité transitoire pour vérifier le comportement des régulations de puissance actives et réactives. Ce module de stabilité transitoire est associé à différentes méthodes de modélisation du comportement dynamique, comme le module UDM, les onduleurs intelligents et les contrôleurs qui peuvent embarquer les modèles dynamiques des générateurs renouvelables ainsi que ceux des contrôleurs de centrale appelés PPC. Étape propose également un ensemble de solutions de supervision et de pilotage des centrales de production renouvelables et conventionnelles. Ces solutions ont été présentées dans un webinaire en anglais en septembre et une diffusion en français aura lieu en février l'année prochaine. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez contacter nos équipes pour en savoir plus sur les fonctionnalités de nos SCADA et de nos power plant contrôleurs. Concernant la qualité de l'énergie, Étape offre un outil d'analyse harmonique qui répond aux grid codes les plus exigeants en la matière. Dans ce webinaire, nous n'aborderons pas ce module Harmonic Grid Code. Vous trouverez dans le guide utilisateur un tutoriel qui présente les principales fonctionnalités de ce module. La plupart des grid codes imposent une certaine capacité de puissance réactive aux centrales de production lorsqu'elles s'interconnectent au réseau de distribution ou de transport, et ce, qu'elles soient renouvelables ou conventionnelles. On peut définir dans Étape, dans le livre de règles, la capacité de puissance réactive ou capacité PQ pour les dispositifs de production. La capacité à fournir du réactif pour les générateurs dépend de la tension. Nous fournissons donc un livre de règles permettant à l'utilisateur d'intégrer cette dépendance en tension. Ensuite, dans chaque composant, disons une éolienne ou un onduleur, vous pouvez sélectionner la courbe PQ qui s'y applique. Le livre de règles permet également de saisir les diagrammes PQ et UQ définis par les gestionnaires de réseau dans les conditions de raccordement. Ensuite, dans le cas d'étude du module Time Domain Load Flow, lorsque vous faites l'analyse, vous choisissez quel diagramme PQ et UQ vous devez respecter au point de raccordement. Nous avons un livre de règles prédéfini. Nous l'avons enrichi avec des composants génériques et nous avons saisi et mis à disposition les principaux grid codes européens et notamment les exigences RTE et NEDIS. Nous verrons ça plus en détail lors de la démonstration. Maintenant que nous avons défini les exigences du grid code ainsi que la capacité réactive des équipements, nous pouvons passer à l'analyseur de grid code. Dans Étape 22, nous disposons d'un analyseur de grid code qui permet de balayer les valeurs de puissance active et de tension et de définir les capacités constructives des centrales que sont les diagrammes PQ et UQ.
Un rapport Excel est généré automatiquement. Il comprend toutes les informations dont vous avez besoin pour votre rapport de conformité. Vous y trouverez les diagrammes PQ et UQ visibles à l'écran, et si, comme dans ce cas, la capacité de la centrale de production ne répond pas aux exigences, vous pouvez ajouter une configuration avec un dispositif de compensation de la puissance réactive, ou bien ajouter une révision comprenant une modification des caractéristiques des dispositifs de production. Ce module n'est donc pas seulement destiné à vous assurer que vous respectez les conditions de raccordement, en plus de cela, vous pouvez l'utiliser pour dimensionner votre centrale et les équipements de compensation, comme les STATCOM et les condensateurs. Encore une fois, nous aborderons ce sujet plus en détail dans la partie démonstration de ce webinaire. L'autre exigence importante quand on parle de grid code, c'est la tenue au creux de tension. Lorsqu'il s'agit de sources renouvelables ou conventionnelles connectées au réseau, il est important qu'elles ne déclenchent pas immédiatement en cas de chute de tension. Généralement, les grid codes définissent un profil de tension qui peut être différent selon le type de générateur. On peut avoir des profils de sous-tension et de surtension. Tant que la tension se situe entre ces deux courbes de sous-tension et de surtension, les dispositifs de production ne doivent pas se déconnecter. Dans l'étape, l'utilisateur peut gérer ces informations depuis le livre de règles afin de les réutiliser facilement pour de futurs projets. Ces profils peuvent être assignés à des dispositifs de production pour représenter leur protection interne ou bien à l'analyseur de grid code pour vérifier la conformité. L'utilisateur peut appliquer des événements comme des défauts ou des variations de tension avec le module de stabilité transitoire et vérifier s'il y a des déclenchements. Pour ces simulations aussi, un rapport est généré automatiquement afin de vérifier à la fois le respect des exigences du gestionnaire de réseau et présenter les principaux résultats. De la même manière que l'on peut vérifier des profils de tension, on peut vérifier des profils de fréquence. Ces profils sont eux aussi créés dans le livre de règles et ensuite assignés au dispositif de production et à l'analyseur de grid code. Le module de stabilité transitoire permet de représenter des profils de fréquence avec des événements comme des impacts de charge ou simplement une variation de fréquence du réseau de distribution. Cette étude permet de vérifier l'impact de ces variations sur la production de puissance active de la centrale. Maintenant, on en vient à la réponse dynamique en cas de défaut. Les grid codes imposent généralement aux centrales d'apporter un soutien au réseau afin de limiter la chute de tension. Les gestionnaires de réseau s'attendent à ce que si la tension baisse, la contribution en courant réactif des générateurs augmente. Lors de ce type d'événement, il y a en général une priorité à la puissance réactive, ce qui peut entraîner une réduction de la puissance active produite. Dans l'étape pour les éoliennes et les onduleurs, on retrouve les courbes d'injection de courant réactif en fonction de la déviation de tension. Dans l'étape 22, on peut également intégrer le courant inverse fourni par les éoliennes et les onduleurs. Ainsi, même les grid codes les plus exigeants qui définissent ces contraintes de déséquilibre liées au courant inverse peuvent être couverts avec étape 22. Ces caractéristiques peuvent être utilisées dans le cadre de l'analyse des courts-circuits lorsque vous effectuez des analyses en régime établi, ainsi que dans l'analyse de stabilité pour évaluer la dynamique du système. Lorsque vous mettez un défaut ou définissez un événement de réduction de tension, vous verrez les dispositifs de production contribuer à la stabilité du réseau en injectant davantage de courant réactif et en réduisant la part du courant actif. Si vous avez un modèle boîte noire, dont nous parlerons un peu plus tard dans ce webinaire, vous avez un mécanisme dans l'étape pour ajouter des événements et voir comment le modèle réagit à cela. Vous pouvez donc vérifier le comportement dynamique des modèles de type boîte noire qui sont fournis par les fabricants avec étape. Une autre option que nous mettons également à disposition, c'est que de nombreux modèles ont la possibilité de définir des limites de courant avec juste quelques points. Dans le contrôleur, qui est le composant dans lequel on va intégrer un modèle dynamique générique ou bien le modèle dynamique fourni par le fabricant, nous avons des options qui permettent à l'utilisateur, plutôt que d'utiliser les courbes provenant du composant du schéma unifilaire étape, d'utiliser des points définis par le fabricant directement dans le contrôleur. Il y a ainsi une flexibilité totale pour intégrer des modèles dynamiques de type boîte noire fournis par les fabricants des onduleurs et des éoliennes. L'injection de courant inverse est également disponible avec les modèles dynamiques inclus dans ces contrôleurs. Là, nous vous présentons une version bêta du système de prise en compte de la composante symétrique inverse et homopolaire. Il y a aussi beaucoup d'autres fonctionnalités que nous n'aborderons pas en détail dans ce webinaire, faute de temps, mais qui seront présentées dans les prochains webinaires en français ou en anglais, notamment en ce qui concerne la régulation de puissance active
en fonction de la tension ou bien de la fréquence. Nous avons un onduleur intelligent qui comprend toutes ces courbes de régulation visibles à l'écran. Ces courbes sont déjà disponibles dans étape 21 et peuvent être sélectionnées depuis le livre de règles. Il en va de même pour la puissance réactive. Nous avons des caractéristiques similaires avec le contrôle de puissance réactive. Si vous avez des courbes tension puissance réactive ou tension facteur de puissance avec des priorités sur la puissance active ou bien la puissance réactive, toutes ces informations peuvent être saisies directement dans l'éditeur de l'onduleur. Encore une fois, nous allons revenir sur ces caractéristiques importantes lors de la démonstration. Et nous allons voir comment elles fonctionnent dans l'étape lorsqu'il s'agit du support de tension dynamique. Nous disposons de droupes VQ pour la régulation de tension dans le contrôleur de la centrale électrique, dans le PPC, et nous avons également une boucle de régulation dans le contrôleur générique de l'onduleur. Le contrôle au niveau de l'onduleur peut être désactivé si la régulation est centralisée dans le PPC. Nous avons également un drop pour la fréquence au niveau du contrôleur de la centrale, et cette fonction peut également être déportée si besoin dans le contrôleur du dispositif de production, l'éolienne ou l'onduleur, afin d'être géré localement. Un point très important, c'est la prise en compte des modèles dynamiques des onduleurs, des éoliennes, des dispositifs de stockage et des contrôleurs de centrale de production. Tout d'abord, Etap a une librairie de modèles dynamiques génériques qui couvre tous ses composants. Concernant les modèles fournis par les fabricants et les modèles dits black box, Etap utilise une approche avec une double DLL qui permet au fabricant d'avoir son propre modèle en conservant son langage de programmation, et on vient ajouter une seconde DLL pour réaliser l'interface avec Etap. C'est pourquoi on appelle cette méthode Dual DLL. Ça apporte beaucoup de flexibilité aux fabricants d'éoliennes et d'onduleurs qui disposent de leur propre interface pour la modélisation dynamique de leurs composants. Pour les fabricants qui sont intéressés pour créer un modèle boîte noire avec Etap, nous leur fournissons un package de développement qui comprend des modèles Visual Studio en C# et en C++, des tutoriels vidéo, ainsi qu'une documentation détaillée et un support technique. Des fournisseurs ont déjà fait cette modélisation et la mettent à disposition des clients. Nous allons proposer dans les prochaines semaines des sessions de formation à destination des utilisateurs Etap sur les études de raccordement au réseau. Il y aura une partie pour les études statiques, avec les diagrammes PQ et UQ et le dimensionnement des composants, et une seconde partie dynamique pour vérifier les fonctions de support au réseau, les tenues au creux de tension, etc. Nous allons commencer la démonstration avec Etap et jeter un œil aux différentes fonctionnalités et modules qui ont été présentés dans la première partie de ce webinaire. Pour les besoins de ce webinaire, nous utilisons une centrale électrique renouvelable, qui dans ce cas est une centrale électrique hybride, qui comprend différents types de génération. Donc sur la gauche, on retrouve la partie photovoltaïque avec plusieurs groupes d'onduleurs, avec leurs transformateurs élévateurs associés. Au milieu, on a le système de batterie. Parfois il y a des batteries, parfois il n'y aura pas de batterie dans les centrales renouvelables. On a également un STATCOM qui pour l'instant n'est pas connecté, mais on verra par la suite dans l'analyse comment on va le mettre en route et comment on va pouvoir le dimensionner, surtout pour les besoins de l'étude de raccordement au réseau. Et maintenant, sur la droite, on a la partie éolienne de notre centrale hybride. Donc cette centrale hybride est composée d'environ 18 MVA d'éolien sur la droite. Ensuite, on a la partie PV de 20 MVA et une partie stockage d'énergie de 1 MW. Maintenant, je souhaite vous montrer le livre de règles, le rulebook, et en particulier la partie Capability and Control. C'est dans cette fenêtre qu'on va pouvoir ajouter les diagrammes PQ et UQ des composants et également des grid codes. Donc, on va commencer tout d'abord par vérifier le diagramme PQ d'un composant et voir comment on le saisit. Donc, c'est ici, dans cette fenêtre PQ Profile, qu'on va venir saisir les points de puissance active et réactive des dispositifs de production. On voit que ce diagramme PQ est dépendant de la tension. Donc, on va rentrer des valeurs de diagramme PQ pour différentes tensions. Ces données sont fournies par les fabricants des éoliennes, les fabricants des onduleurs. Donc on retrouve ces informations-là dans leur datasheet et on vient les saisir dans ce rulebook
Dans la page info, on va simplement saisir les caractéristiques principales, en général le nom du fabricant, le nom du modèle. Maintenant, regardons comment on saisit ces caractéristiques dans le schéma unifilaire, dans les composants eux-mêmes. Donc j'ouvre un système photovoltaïque, et en particulier l'éditeur de l'onduleur. Donc on a ajouté dans étape 22, dans l'onglet Génération, cette fonction Capability Curve qui permet de dire que le maximum de puissance réactive est fourni depuis une courbe de capacité qu'on vient choisir dans l'onglet suivant. Donc choisissons une révision dans laquelle tout a déjà été correctement sélectionné. Donc on retrouve l'onduleur et sa capacité qui a été sélectionnée depuis le livre de règles que je vous ai montré précédemment. On peut avoir la même chose également pour des éoliennes, ça ne marche pas que pour les onduleurs, ça marche pour tous les composants de production. Donc on retrouve ici dans l'éolienne le livre de règles qui a été sélectionné et dans l'onglet Rating, les limites de puissance réactive qui viennent soit de ce diagramme PQ, soit de valeurs saisies par l'utilisateur ou encore des valeurs qui viendraient d'un contrôleur du modèle dynamique fourni par le fabricant. Une fois que toutes les caractéristiques des composants sont assignées, on va revenir sur le schéma principal pour voir les outils qui sont à nos dispositions pour générer les diagrammes PQ et UQ. Donc, les grid codes ou les conditions de raccordement sont intéressés à évaluer le comportement de la ferme dans son ensemble et de vérifier ce comportement au point de raccordement avec le réseau, ici appelé POM, pour Point of Measurement. Les grid codes ne s'intéressent pas à ce que sont capables de fournir individuellement chaque onduleur PV ou chaque éolienne. Elles vont vraiment s'intéresser au comportement de la ferme comme un ensemble. Donc on a plusieurs outils à disposition pour vérifier ces diagrammes PQ et diagrammes UQ. D'abord, on a un système de mesure au point de connexion. On voit ici un power meter avec des TC et des TP. On a également l'analyseur de grid code que je vous présenterai un peu plus en détail juste après. Et on a un réseau virtuel qui va nous permettre de maintenir la tension au point de connexion à une valeur fixe, une valeur qui ne déviera pas, quelle que soit la puissance réactive fournie ou absorbée par le réseau. Donc c'est très important pour vérifier les capacités constructives PQ et UQ des centrales de production. Maintenant, on va passer à l'analyseur de grid code. Donc c'est un nouvel outil qui est mis à disposition dans étape 22. Donc on retrouve ici dans l'onglet DLL et plus particulièrement dans la partie Capability, les paramètres qui vont nous permettre de construire les diagrammes PQ et UQ automatiquement. Donc par exemple dans l'analyse PQ, on va pouvoir saisir différentes plages de tension et recréer automatiquement les diagrammes PQ pour ces différentes valeurs de tension. C'est le même principe pour les diagrammes UQ, sauf que là, on va pouvoir définir différents points de production actifs de la centrale et retracer le diagramme UQ de l'installation complète pour ces différents points de tension. Maintenant, nous allons lancer un scénario. Ici, c'est le scénario sans StatCom, parce que pour la configuration sélectionnée, le StatCom n'est pas connecté. Donc, ce calcul prend en compte l'analyseur de grid code qui génère automatiquement ce rapport Excel. Donc dans les premiers onglets de ce rapport Excel, on retrouve tous les systèmes de production, ici les onduleurs PV et les éoliennes, et les capacités PQ, les capacités qui leur sont assignées dans leur éditeur individuel. On retrouve dans l'onglet suivant plus de détails sur leur capacité à fournir de la puissance réactive en fonction de la tension. Dans l'onglet suivant, on choisit le grid code. On a les caractéristiques du grid code, que ce soit les caractéristiques PQ et UQ. Maintenant, je vais vous montrer dans le cas d'étude du module Time Domain Load Flow, on retrouve un onglet Grid Code avec le grid code qui est sélectionné. Donc là, c'est le grid code du Royaume-Uni qui définit à la fois des diagrammes PQ et des diagrammes UQ. Donc il y a plusieurs analyses qui sont générées et lancées par l'analyseur de grid code. Donc on a les diagrammes PQ pour différents niveaux de tension, ici 97, 100 et 103% de tension. Donc on trace automatiquement ces diagrammes PQ. En rouge, on retrouve l'exigence qui vient des conditions de raccordement au point de connexion avec le réseau, et en bleu, ce qui est capable de fournir la centrale de production. Donc on voit sur ce diagramme PQ que la centrale de production n'est pas capable de fournir assez de puissance réactive
Ici, on a par exemple 7,4 mégavars qui sont injectés dans le réseau, alors qu'on devrait avoir environ 10 mégavars. Pour la partie absorption de puissance réactive, il n'y a pas de problème sur la partie gauche du graphique, mais sur la partie droite, on voit que la centrale de production ne respecte pas les conditions de raccordement. Donc on va voir par la suite comment on peut ajouter de nouveaux composants ou redimensionner notre centrale pour respecter ce diagramme PQ. Donc là, on l'a vérifié pour 97% de tension, mais on a là un autre graphique qui a été tracé automatiquement pour 100% de tension, parce que c'était un des paramètres définis dans l'analyseur de grid code. Pour 100% de tension, c'est pareil, et 103% aussi, la ferme ne respecte pas le grid code ici en rouge. On a également des diagrammes UQ qui sont automatiquement générés. Donc ces diagrammes UQ étaient définis dans le livre de règles pour le Royaume-Uni. Si on ouvre ici le livre de règles du Royaume-Uni, donc on a le diagramme PQ et dans l'onglet suivant, le diagramme UQ qui provient de leur grid code. Voilà. Donc si on revient au rapport, on voit que pour les parties hautes de tension, la centrale de production est capable de fournir assez de puissance réactive. Par contre, dès que la tension descend à environ 102%, bon bah là, la centrale n'est pas capable de fournir suffisamment de puissance réactive, donc on ne respecte pas les conditions de raccordement. Là aussi, pour la partie absorption de puissance réactive, il n'y a pas de problème. Sur la partie gauche du graphique, la centrale a suffisamment de capacité constructive. À présent, nous allons lancer un scénario qui va prendre en compte un nouvel élément. Ici, ce sera un statcom. Donc, nous avons déjà préparé un nouveau scénario que l'on va ouvrir avec le gestionnaire de scénario. Donc, dans ce nouveau scénario, on change de configuration pour utiliser une configuration dans laquelle le statcom est connecté. La simulation lance le grid code analyzer qui génère automatiquement ce rapport Excel comme précédemment. On voit ici dans le schéma unifilaire que le statcom est bien connecté au jeu de barre principal de la centrale de production. Et quand on vérifie le diagramme PQ, la capacité constructive de la centrale en bleu recouvre bien les exigences du gestionnaire de réseau en rouge. Et ce pour 97%, 100% et 103% de tension. Donc pour l'aspect diagramme PQ, la centrale est conforme. Maintenant, pour le diagramme UQ, donc il y a deux valeurs de puissance active qui sont testées, 15% et 100%. Donc on voit qu'on est conforme avec ces diagrammes UQ. Tous les paramètres qu'on définit dans les diagrammes PQ et diagrammes UQ en termes de point de tension, point de puissance active, sont définis dans l'analyseur de grid code. Ça permet de vérifier, de s'adapter aux différentes exigences des gestionnaires de réseau pour tracer les bons diagrammes et assurer la conformité de la centrale de production. Voilà, nous avons fait le tour de la création et de la vérification des diagrammes PQ et UQ. Maintenant, on va regarder la partie dynamique. Il y a beaucoup d'exigences dans les grid codes concernant les études dynamiques, notamment la tenue au creux de tension, la tenue au creux de fréquence. Il y a aussi des tenues en cas de défaut et un comportement en régime équilibré et déséquilibré du réseau. Donc, nous allons faire le tour de toutes ces exigences et je vais tout d'abord commencer par ouvrir le livre de règles et vous montrer la gestion des creux de tension et des creux de fréquence. Donc, on va pouvoir gérer à l'intérieur du livre de règles des profils de sous-tension et des profils de surtension. Donc là, dans cette page concernant la tension, on peut définir le gabarit ici en noir de sous-tension, en rouge un gabarit de surtension, et dans l'onglet suivant, pouvoir définir la même chose, mais concernant la fréquence, avec un profil de sous-fréquence et un profil de surfréquence. Donc maintenant, nous allons voir au niveau des composants eux-mêmes comment on peut les assigner. Donc commençons par l'analyseur de grid code. Donc il a un onglet spécifique concernant les creux de tension et creux de fréquence, et on vient choisir ici, dans ce champ, le profil qui est adapté au grid code qui nous intéresse. On va pouvoir faire la même chose au niveau des onduleurs, mais dans ce cas-là, on l'applique au niveau du contrôleur qui gère l'onduleur ou qui gère l'éolienne. Donc on va pouvoir lui appliquer ce profil de tension qui consisterait à appliquer une protection interne en tension ou en fréquence. Donc il faut garder à l'esprit que quand on utilise des modèles génériques, par exemple ceux qui sont générés par le VEC,
euh, on peut appliquer ces profils de sous-tension, sur-tension ou de fréquence. Néanmoins, à partir du moment où on va utiliser un modèle boîte noire qui sera fourni par un fabricant d'onduleurs PV ou un fabricant d'éoliennes, dans ce cas-là, le modèle boîte noire va intégrer déjà ces profils de sous-tension et de surtension. Par contre, on pourra quand même les appliquer au niveau de l'analyseur de read-code pour vérifier la conformité de la centrale de production. Donc maintenant, on va lancer un nouveau scénario. Ça va être un scénario de stabilité transitoire dans lequel on va appliquer un défaut triphasé. Donc là, j'ouvre le cas d'étude du module de stabilité transitoire et on voit qu'on insère un défaut au bout de 0,2 secondes, que ce défaut va être enlevé après 130 millisecondes. Donc ce défaut va être appliqué sur un jeu de barre. C'est le jeu de barre qui est appelé ici Faulted Bus. Maintenant, si j'ouvre, on va mieux voir dans le cas d'étude que c'est bien ce jeu de barre Faulted Bus qui est en défaut. Voilà, ici on a le device ID et on voit aussi que c'est un défaut de type triphasé. Donc ça va être un défaut équilibré. Maintenant, avec cette impédance série, on peut choisir, on a la possibilité d'ajuster l'impédance du défaut et donc la profondeur du creux de tension. On pourrait aussi faire la même chose avec une déviation de tension directement définie au niveau de la source, avec les événements. Donc là, je lance le calcul de stabilité transitoire. Avant de jeter un œil au rapport, regardons l'interface étape. Donc, on applique un défaut. Là, on voit dans la liste des opérations, la séquence des opérations, on voit que le défaut a bien lieu à 200 millisecondes. Sur le jeu de barre Faulted Bus, ça induit une diminution de la tension au point de connexion à environ 10%, et puis ensuite la tension remonte une fois que le défaut est éliminé. Donc on voit qu'il n'y a aucun équipement qui déclenche. Alors pourquoi aucun équipement déclenche? Parce qu'on a appliqué aux onduleurs et aux éoliennes cette tenue, ce gabarit de profil de tension, où on voit qu'ils sont capables de tenir pendant 140 millisecondes une tension de 10%. Donc maintenant qu'on a vu le profil de tension qui est assigné au générateur, on va aller voir quelle est la tension aux bornes des onduleurs PV par exemple. Donc au niveau du point de connexion avec le réseau, on avait 10% de tension. Ici, on voit qu'au niveau du jeu de barre des onduleurs, on a 19%. Alors pourquoi on a une tension plus élevée? C'est parce que dès qu'il y a l'apparition du défaut, donc ici on sait qu'elle est pour juste après l'apparition du défaut, donc juste après l'apparition du défaut, les onduleurs vont avoir tendance à injecter davantage de courant réactif, ce qui va avoir tendance à faire augmenter la tension, à participer à la stabilité en tension du réseau. C'est pour ça qu'ici on a 19%, qui est plus que la tension au point de connexion avec le gestionnaire de réseau. Donc, on peut visualiser la séquence complète et dans étape, on va aussi pouvoir tracer un certain nombre de graphiques. Donc là, regardons par exemple au point de raccordement avec le réseau. Si on trace la tension, on peut retrouver le profil de tension au point de raccordement et on peut aussi regarder dans les branches, que sont les câbles et les transformateurs, quelles sont les puissances actives et réactives produites. Donc là, on va plutôt regarder sur l'autre côté de la branche pour voir avec la bonne convention. Donc on voit que la puissance active diminue fortement et que la puissance réactive augmente fortement à la fin du défaut parce que la tension remonte à 100% et une fois qu'on a retrouvé la tension, ben, le contrôle diminue la puissance réactive jusqu'à une valeur normale. Maintenant, dans le fichier Excel, qui est généré automatiquement par l'analyseur de grid code, on retrouve on trouve des valeurs supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans l'interface étape et qui sont disponibles dans ce fichier Excel afin de réaliser les vérifications de conformité. Donc on a tous les résultats, on a aussi la liste des actions, on a les profils de tension ici, profils de sous-tension ou de sous-fréquence, et on retrouve les graphiques les plus importants pour vérifier la conformité. Donc ici on a les tensions sur les bus principaux, les tensions par phase, on a la tension directe, on retrouve également les puissances actives et réactives au point de connexion, et ce qui est important, on va retrouver les tensions et injections de courant réactif à différents endroits de la ferme. Donc là c'est au point de connexion, mais on les aura aussi pour chaque composant, pour chaque générateur.
Si on avait un défaut déséquilibré, on pourrait vérifier les tensions et les courants inverses, ce qui n'est pas le cas. Là, dans ce graphique, on retrouve toutes les tensions pour tous les onduleurs. On retrouve également la puissance active en fonction de la fréquence, ce qui n'est pas utile dans ce cas-là parce qu'on n'a pas fait de déviation de fréquence, juste un défaut. Et on retrouve le dernier graphique qui est la puissance réactive et la tension en fonction du temps. Pour ce premier scénario, on a ajouté un défaut au réseau, un défaut avec une certaine impédance pour définir le creux de tension. Maintenant, on va voir dans le cas d'étude du module de stabilité transitoire qu'on n'est pas obligé d'ajouter des défauts et de jouer avec l'impédance de ces défauts pour définir la profondeur du creux de tension, mais on peut le faire directement avec un événement associé à la source, associé au gestionnaire de réseau. Donc pour ça, je vais ouvrir le cas d'étude du module de stabilité transitoire, et plus particulièrement un scénario déjà créé qui va s'appeler LVRT. Donc dans ce scénario, dans les événements, on voit qu'ils sont des événements spécifiques associés à une source et auquel on applique un impact de tension. Donc là, on va réduire la tension de 80%. On pourrait faire aussi des impacts de tension sous forme de rampe et pas juste sous forme de seuil. Donc les creux de tension ou éventuellement des impacts de tension positive peuvent être définis en fonction de la tension assignée ou en fonction de la tension calculée par le module. Donc ici, la durée du creux de tension va être de 240 millisecondes avec une tension restante au point de connexion de 20%. Donc maintenant, je vais lancer le scénario de tenue au creux de tension qu'on vient de voir à l'instant. Donc c'est un module qui va activer le module de stabilité transitoire. Là aussi, on a un rapport Excel qui est généré. On voit qu'il n'y a aucune protection qui ne déclenche. On peut revérifier les contributions de chacun des éléments, des onduleurs et des éoliennes. Mais maintenant, essayons d'augmenter la durée du creux de tension pour voir si un onduleur ou une éolienne va déclencher. Donc je vais augmenter la durée du défaut, du creux de tension, de 200 millisecondes. Donc maintenant, on va avoir un défaut qui va durer jusqu'à 640 millisecondes après le début de la simulation. Dans le rapport Excel, on va voir si un des équipements a déclenché. On voit qu'aucun équipement a déclenché. Donc il va falloir augmenter encore un peu plus la durée de ce défaut pour qu'un équipement déclenche. Donc on peut refaire cette vérification directement dans étape, dans l'interface, et pas dans le rapport. Donc là, on voit qu'à la fin, on voit que pendant le creux de tension, aux bornes des onduleurs, la tension est d'environ 40%. Après le défaut, elle augmente. Donc la tension est de 40% parce que les onduleurs vont contribuer à maintenir la stabilité en tension. Donc si on regarde le profil de tension qui est assigné à ces onduleurs, c'est-à-dire que leur protection interne, les tensions pour lesquelles ils vont déclencher, on voit que pour 40% de tension, l'équipement va rester connecté pendant plus d'une seconde. Donc je vais modifier l'événement pour avoir un creux de tension qui va durer assez longtemps pour pouvoir entraîner un défaut. Donc là, je vais mettre peut-être 1,5 secondes pour garantir un défaut. On peut même augmenter à 1,8 pour être vraiment sûr que les onduleurs et les éoliennes déclenchent. Donc je mets à jour le cas d'étude et je relance le calcul de stabilité transitoire. Donc une fois que le calcul sera lancé, on pourra voir dans le rapport Excel si un des équipements a déclenché. Donc là, on voit que tous les équipements ont déclenché, hein, tous les onduleurs, toutes les éoliennes, parce que le profil de tension qui leur a été appliqué comme limite de tension, limite de tenue au creux de tension, a été dépassé, avec un défaut particulièrement long. Maintenant, si on revérifie avec le livre de règles, on va bien voir cette durée de tenue d'environ une seconde. Ici, quand on est à 40%, la tension est venue croiser la protection interne qui est appliquée avec ce profil, et donc c'est ce qui entraîne un déclenchement environ une seconde après l'apparition du défaut. Donc on va pouvoir appliquer différentes valeurs de creux de tension. Donc ici on a des LVRT pour 20%, 40%, 80%. Donc il suffit de modifier dans l'événement l'impact de tension qui est appliqué. Maintenant on va pouvoir aussi appliquer des profils de surtension. Donc quand on applique des profils de surtension,
Pour modéliser cette surtension, il faudrait soit déconnecter des charges, soit connecter un banc de condensateur, par exemple, pour appliquer cette surtension, pour générer cette surtension. Maintenant, dans l'étape, c'est beaucoup plus simple que ça, parce qu'on va utiliser la même méthode que ce qu'on a vu juste avant, avec les profils de sous-tension. On va appliquer simplement un événement de surtension au réseau de distribution. Donc on vient dans l'événement et là on lui applique pareil un impact de tension mais qui dans ce cas-là est positif. Donc ça va être un impact de 30% de la tension nominale. Et donc bon, avec une augmentation de 30%, tous les équipements vont déclencher quasiment instantanément. Bon, je lance le calcul de stabilité transitoire. Maintenant, on voit dans le rapport Excel qu'effectivement, tous les onduleurs et toutes les éoliennes ont déclenché juste après l'apparition de cette surtension, ce profil de surtension. Dans ce rapport Excel généré automatiquement, on va pouvoir aussi vérifier le comportement dynamique des onduleurs et des éoliennes. Ici, on voit sur ce graphique la puissance active et réactive échangée avec le réseau de distribution. Donc si les éoliennes et les onduleurs étaient restés connectés un peu plus longtemps, là ils ont déclenché très très rapidement, quelques dizaines ou vingtaines de millisecondes, donc ils n'ont pas eu tellement le temps de passer en mode absorption de puissance réactive, mais c'est ce qu'ils auraient fait si le profil de surtension avait été un peu plus bas. Donc maintenant, on va passer au profil de sous-fréquence et de surfréquence. Donc on les gère de la même manière que les creux de tension ou que les surtensions via le livre de règles. Donc on a un onglet spécifique qui va nous permettre de déterminer ces profils de sous-fréquence et de surfréquence. Donc sur ce graphique, on voit que pour entre 51 et 49 Hz, il n'y a pas de déclenchement. On est censé fonctionner pendant un temps relativement long. Ensuite, à 52 Hz, ce qui correspond à une hausse de 4% de la fréquence pour un réseau 50 Hz, on va déclencher instantanément. Et pareil, pour une fréquence inférieure à 47 Hz, on va déclencher instantanément. Maintenant, entre 47,5 et 51,5 Hz, eh ben, on va pouvoir maintenir cette fréquence pendant quelques centaines de millisecondes. Voilà. Donc on va pouvoir là aussi appliquer ces profils, ces limites de tenue aux composants, aux onduleurs, aux éoliennes et également à l'analyseur de grid code pour pouvoir générer les rapports automatiquement. Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est on va appliquer une hausse de fréquence relativement importante pour pas que les simulations durent trop longtemps. Je n'ai pas envie de lancer une simulation pour plusieurs dizaines de secondes. Donc là, on a un scénario qui est déjà préparé avec une hausse de fréquence de 5%, 1,05. Donc je vais lancer cette simulation et donc comme on avait un déclenchement quasiment instantané pour 52 Hz qui était une hausse de 4%, ici on devrait retrouver les déclenchements des éoliennes et des onduleurs. Voilà, donc on voit qu'ils déclenchent tous, toutes les éoliennes et tous les onduleurs du système sont visibles dans la liste des actions. Donc, on voit que l'action associée est une action d'ouverture et qui est associée au contrôleur. Maintenant, on peut revenir dans le gestionnaire de scénario pour lancer un nouveau calcul de surfréquence, mais avec une valeur un peu plus faible. Donc là, on va lancer une surfréquence, un calcul avec une surfréquence de 2%. Donc dans ce cas-là, on ne devrait pas déclencher. Les équipements vont devoir rester connectés. Ça va être intéressant de voir comment ils vont contribuer à la stabilité du réseau dans ce scénario de surfréquence. Donc quand on parle de surfréquence, ça veut dire que la grandeur qui va être ajustée par les éoliennes et les onduleurs, ça va être la puissance active. Et donc on retrouve dans ce rapport généré à nouveau automatiquement, on va retrouver les graphiques de fréquence et de puissance active. Donc on voit que dans les actions qu'il n'y a pas eu de déclenchement. Donc les équipements étaient capables de supporter cette surfréquence. On retrouve dans l'onglet suivant les profils de tension et de fréquence qui sont assignés à l'analyseur de grid code. Et ensuite, on a le graphique avec à la fois la puissance active au point de connexion
la puissance active échangée avec le réseau, et la fréquence en rouge. Donc là, on est sur un réseau 60 Hz. Le grid code sélectionné était en 50 Hz, et donc il a été automatiquement mis à jour dans la nouvelle base de fréquence. Donc là, nous allons modifier le graphique pour bien voir comment ces deux grandeurs de puissance active et de fréquence interagissent. Donc on voit qu'après 200 millisecondes, la fréquence augmente progressivement jusqu'à 61,2 Hz dans ce cas, et on voit que progressivement, la puissance active diminue en même temps. Donc la centrale de production a un effet stabilisateur qui ne va pas contribuer, qui va avoir même tendance à réduire cette variation de fréquence. Ensuite, il se passe un peu plus tard, la fréquence va diminuer pour retourner à 60 Hz, à la fréquence nominale. Et là, la puissance active produite par les onduleurs et les éoliennes va pouvoir réaugmenter pour retrouver la puissance non limitée. Maintenant qu'on a analysé les résultats et le comportement du système avec ce profil de surfréquence, on va regarder à quel endroit on a défini les propriétés dynamiques des onduleurs et des éoliennes. Donc ça a été fait dans le contrôleur, dans l'onglet DLL. Ici, on a utilisé des modèles génériques définis par le VEC, mais ici, on a pu définir un drop en puissance active en fonction de la fréquence. On pourrait activer ou désactiver ce contrôle, et on a défini un drop de 5%. On peut également définir des deadbands autour de la valeur nominale, et on pourrait aussi associer une réserve de puissance active. Donc, ça n'a pas été sélectionné dans ce projet, mais la réserve de puissance active, elle permet, quand on va faire des profils de sous-fréquence, ici on a fait de la surfréquence, mais si on avait fait un profil de sous-fréquence, on aurait pu injecter davantage de puissance active avec cette réserve de puissance qui a été définie dans le contrôleur. Donc ces réserves de puissance active, elles peuvent être demandées par les gestionnaires de réseau. Ils peuvent également payer pour que les centrales de production gardent ces réserves qui vont contribuer à la stabilité du réseau en cas de sous-fréquence. J'ai couvert les principaux sujets concernant les études de raccordement des centrales au réseau. Je vais maintenant passer au résumé de ce webinaire. Donc, dans ce webinaire, j'ai tout d'abord présenté les solutions étapes liées aux conditions de raccordement. J'ai notamment évoqué la qualité d'énergie et les solutions temps réel d'étape. Ces solutions seront présentées dans d'autres webinaires. Ensuite, j'ai détaillé le nouveau livre de règles qui est implémenté dans étape 22. Ce livre de règles permet de définir les caractéristiques des générateurs comme les onduleurs et les éoliennes, et il permet également de saisir les grid codes. Ensuite, on a vu comment l'analyseur de grid code permet d'automatiser la vérification de la capacité constructive d'une centrale en générant automatiquement les diagrammes PQ et UQ. Les scripts embarqués dans l'analyseur de grid code seront inclus dans l'étape 22. Vous n'aurez pas besoin de créer vos propres scripts. Ensuite, nous avons abordé les solutions dynamiques, avec des variations de tension, des variations de fréquence et la réponse en cas de défaut. Pour toutes ces simulations, l'analyseur de grid code génère également des rapports qui vont vous permettre de facilement vérifier la conformité de l'installation. Pour finir, ETAP peut intégrer les modèles dynamiques des onduleurs, des éoliennes et également des contrôleurs de centrale. Si ces modèles sont développés par les fabricants, alors nous avons une solution pour inclure ces DLL, ces modèles dynamiques, tout en assurant au fabricant la sécurité des données de sa modélisation. Avec étape 22, vous avez un package complet de solutions pour l'analyse des conditions de raccordement. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Au revoir.